on utilise en grande partie toute la sardine. Donc il faut qu'on la nettoie. On la trempe un petit peu dans le sable. Tu fais attention que le sable qui va te servir pour nettoyer la pelote, de ne pas laisser des écailles dedans. Voilà. Donc il y a une façon de faire, c'est tu dénuques, tu enlèves les boyaux, les deux nageoires ventrales, tu viens appuyer le long de l'arête centrale, tu la décortiques d'un côté, tu la décortiques de l'autre, et tu passes ici ton pouce entre la peau et la chair, et tu tires. Pour enlever la peau. Pour enlever la peau et avoir tes filets. Donc ça c'est une technique. Tu en veux une? Incroyable, le chien qui mange des sardines. Regarde, il adore ça dessus. Tu viens ici, voilà. Comme ça, tu t'appuies. Là, il vaudrait mieux faire ça parce que comme elle a été un peu salée, voilà, elles sont petites, c'est plus facile. Et tu enlèves ici les écailles. Par contre, tu dénuques en dernier. Tu enlèves ici les viscères. Après, tu vas chercher les filets. Et tu écrases sur l'arête centrale. Tu vois, pour mieux la dissocier après, tu vois. Tu tiens la queue là, hop, et tu tires. Ouais, et tu l'as déjà là. Ok. À l'époque, ils pêchaient qu'à l'hameçon. Donc nous, on pêche au triple aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne pêche qu'avec la pelote. Donc on fait d'une pelote et on pêche avec. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient un peu les écailles sur la queue de sardine. Ils pêchaient à l'hameçon. Donc il fallait un peu de chair pour que la pelote puisse tenir sur l'hameçon. Donc on enlevait un petit peu d'écailles, on plante le pouce ici, on frotte sur l'arête et on récupère un bout de queue de sardine. Une et deux. Ok, là on a deux petites queues de sardine qu'on vient fixer sur l'hameçon simple. Ouais. Ensuite, pour la pelote, on utilisait que la partie supérieure, les deux filets supérieurs de la sardine. Les ventraux, on les mettait au bourre-mèche. C'est-à-dire que tu appuies ici, sur le ventre, là comme ça, tranquillement, tu enlèves la peau et les écailles, et tu vois que tu as ici, tu as deux filets qui se forment, tu vois, regarde. Tu vois tes deux filets là? Ouais, c'est nickel. Voilà, tu en as deux, hein, regarde, tu les écartes, il y en a deux. Tu vois, tu en as un et deux. Et ces deux filets, on ne faisait la pelote qu'avec ça. Mais il te fallait, pour une journée de pêche, il te fallait 25 kg de sardines. Tu vois? Donc aujourd'hui, on va au plus rapide. Et tout ça, on enlevait en fait l'arête pour pas qu'elle flotte. Et ça allait au bromège. On écrasait pour faire entrer le poisson. Moi, je préfère, le bromège, je préfère pas. Je préfère qu'on trouve le poisson. On s'approche de l'eau, on voit la mer comme elle est. On dit tiens, on va essayer là parce que là, je sens qu'il y a du poisson. Tu bromèges pas toi avant? Je bromège pas avant, non. Je bromège pas. Je vais un peu comme au chasseur qui voit la mer, qui voit un petit remous qui va bien. Tiens, là peut-être il y a un poisson. Et si y a un poisson, ben, on a la satisfaction d'avoir réussi, d'avoir trouvé le poisson. Donc là, moi j'ai salé la sardine hier soir. Je l'ai salée, il était 8 h jusqu'à maintenant. Une petite poignée pour 4 kg. En plus elle est petite, il ne faut pas trop en mettre parce qu'après elle est trop dure pour la nettoyer, après tu galères. Elle est trop serrée contre son arête et c'est un peu embêtant, la peau, tout ça pour l'enlever. Donc tu la sales un petit peu, ce qui t'évite de mettre trop de semoule dans la pelote quand tu vas faire ta pelote. Voilà. Maintenant, si tu veux la préparer à la maison, tu la sales le matin, tu l'achètes le matin, tu la sales à 9h, 8h, 9h. L'après-midi, quand tu arrives du boulot vers 5h, tu te mets à la nettoyer et tu prépares tes filets, mais tu ne fais pas la pelote. Tu prépares tes filets comme on fait là. Pas le mélange. Pas le mélange. Pourquoi? Parce qu'elle va continuer à rendre, en fait, par le sel, elle va continuer à rendre du sang et tu vas avoir un sable qui va être imbibé de gras, la sardine, elle aura du mal à se lier, en fait, parce que elle aura regarde un peu tout ce qu'elle a lâché. Ah oui, parce qu'en fait, le sel en plus, il absorbe voilà, l'eau. Le sel, il lui fait lâcher le sang et l'eau, tu vois. Donc automatiquement, tu vas retrouver ça, si tu veux, dans ton sable, et ça va te faire une pelote. Ça ne sera pas l'effet que tu obtiens quand tu la nettoies comme ça, pour ne pas mettre trop de semoule pour pas qu'elle soit dure. D'accord. Théoriquement, quand tu l'as bien salé, tu n'as pas besoin de mettre de semoule. Et de l'huile de sardine, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est juste une petite goutte. Mais quand tu vas dans des endroits qui sont un peu pêchés, les gens ils en balancent des litres et des litres. Et le poisson il arrive, je me demande s'il n'arrive pas à être dégoûté, tu vois. Ouais. C'est fort comme produit, hein. Il y a des bonnes marques qui nous la préparent. Donc
Voilà. Moi après ce que je fais, je prends une certaine quantité comme ça. Tu vois qu'il y a des morceaux dedans, regarde, tu vois. Voilà. Tu la roules dans le sable et tu fais absorber petit à petit le sable jusqu'à ce que tu aies une consistance qui te paraît, si tu veux, raisonnable. Mais pas trop de sable, hein, parce qu'après ça se détache. Hein. Le sable, il arrive, il te la lie quand même, tu vois, ça, il sert de liant. Hein. Et en plus, comme j'ai toujours dit, le poisson, il aime trifouiller un peu dans le sable. Donc, s'il reste encore des petits morceaux, tu essaies de les écraser. Et quand elle te semble bien, ah oui, la consistance, tu vois, voilà. Et tu l'as fini à la main. Tu l'as fini avant de mettre ton petit bout de pelote. Et quand tu vas mettre, toi, ta pelote, ton morceau de pelote sur l'hameçon, tu vas prendre une quantité comme ça. Là, tu finis de la pétrir. D'accord. Et tu la places sur ton hameçon. Tu vois, c'est l'équivalent du pouce. Moi, j'ai toujours pris comme exemple le pouce, tu vois. Pour les gens qui voudraient se lancer à la pêche à la pelote, on trouve des cannes, ben, c'est des cannes bolognaises. Hein. Au début, je conseille une canne de 5 mètres pour pas être trop encombré. Ne jamais dépasser 6 mètres, c'est pas nécessaire d'avoir une canne qui va au-delà de 6 mètres. On a des équilibres après qu'il faut voir sur les cannes, mais bon, ça c'est quand on commence vraiment à s'affiner, à vouloir avoir un ferrage un peu plus précis. On essaye d'équilibrer une canne, on essaye d'avoir du matériel un peu plus intéressant, un peu plus sophistiqué, on va dire. Mais il suffit d'une canne, d'un moulinet, une canne de 5 mètres, 5 mètres 50, un moulinet, petite réserve de fil, 150 mètres de fil en 30 centièmes, 35 centièmes, un indicateur, des triples, et c'est parti. Ou des hameçons, il y en a beaucoup qui aiment pêcher à l'hameçon. Moi j'adore pêcher à l'hameçon aussi. Mais quand on est sur une période où le poisson est vraiment difficile et qu'on veut en manger, donc bon, ben, on met du triple, on les double. Tu vois les reflets roux qu'il y a sur le poisson avec les taches orangées, rouges. Tu vois ça? Non. Ça se voit là, on voit pas trop sur la caméra. Mais là, parce qu'il y a du pagre avec. Et il se confond avec le pagre. Pour pas se faire virer, il doit y avoir du pagre et des dorades. Il prend à peu près les mêmes couleurs, tu vois? Tu vois les reflets rouges qu'il a, regarde. T'as vu, regarde. On dirait des nageoires de pagre, regarde. Oui, il faut les mettre comme ça. Voilà. D'accord, c'est beau, hein? Ok? Ouais. L'océan, toujours aussi déchaîné, gêne considérablement l'action de pêche. S'avancer nous expose au déferlement d'une série de vagues plus amples que la précédente, avec le risque d'être emporté par le reflux dans un courant sans retour. Sard, dorade et tassergale ne valent pas de risquer sa vie. À midi, c'est une salade composée par Mélanie pour changer du barbecue. Et ensuite, retour à la pointe rocheuse de Khandia. Cette anse abritée sera idéale pour quelques explications pratiques et techniques de la pêche à la pelote. On retend toujours un peu le fil, on n'est pas vraiment tendu, on est souple. On reste souple, on reste léger. Voilà, donc maintenant, on va faire une chose, on va régler l'indicateur, puisque l'indicateur est trop haut. Et puis ça sera plus facile
quand on voudra récupérer en fait les hameçons, en ayant un indicateur qui sera un peu plus bas, on aura un peu de, ça va nous faire un léger poids et on va pouvoir récupérer plus facilement nos hameçons. Voilà. Et l'indicateur est important, hein. Si on pêche sans indicateur, on ne sait pas où on est, on pêche à fond, posé, c'est pas... En fait, moi je déconseille. Après, l'indicateur nous donne la profondeur, nous indique où on est. Quand on attrape un poisson, s'il prend le large, on peut le suivre. Après, bien sûr, si on a 20 mètres de profondeur, il va couler, hein. Et quand le poisson va revenir, quand on est prêt à l'accueillir au bord, au salab ou le prendre à la main, on voit le bouchon qui ressort de l'eau, l'indicateur qui ressort de l'eau et qui va nous dire ben, ton poisson il arrive. Voilà, là je suis dans la vague tranquillement au fond. Ah, là une petite touche. Tac, tac. Et là, il y a un poisson. Hop, décroché. Oui, cette bobine-là, moi j'ai grandi avec. C'est un plaisir. C'est très tactile, on ressent le poisson, c'est sport. On se bat avec le poisson, il n'y a pas de frein, le frein c'est les mains, des fois on se les brûle, mais bon, c'est pas compliqué. C'est peut-être un peu moins compliqué que la pêche à la mouche, on va dire, entre guillemets, mais j'encourage les gens à s'y mettre. J'encourage vraiment les gens à s'y mettre. Les gens qui aiment bien travailler avec leurs mains, on ne les trouve pas dans le commerce, ça c'est sûr. Et il faut trouver un ami tourneur qui puisse vous en faire une. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte moins cher qu'un moulinet, mais ça a vraiment de l'effet, quoi. Quand vous voyez une personne qui la manipule et qui bataille avec ça sur un beau poisson, une dorade de 4-5 kg, là ça commence à être sport. Et c'est sympa, c'est sympa. On n'est plus sur du rendement en plus aujourd'hui, on est sur du poisson qu'on veut manger. Donc tant qu'à faire, autant le sortir à la pelote avec une bobine qu'avec un moulinet où le poisson aura beaucoup moins de chances de s'en sortir qu'avec une bobine, parce que la bobine ça serait un peu plus compliqué, et quand je perds mon poisson, eh ben, je ris, je dis eh ben, il a gagné, c'est moi qui me suis mal débrouillé avec ma bobine, mais tant pis, j'ai quand même pris du plaisir. La mer se calme, la mer va en se calmant, tant mieux. Tant mieux pour nous, parce qu'on a eu là quand même 3 semaines de dépression et c'était vraiment pas agréable de pêcher. Là, voilà, là j'en vois ma pelote à peu près à une quinzaine de mètres. Le vent, comme c'est marée montante, automatiquement j'ai le courant qui va rentrer. Donc ma pelote va revenir doucement avec le courant. Voilà, et toujours mon doigt qui m'indique si je suis tendu, pas tendu, souple. En fait, c'est un tout pour la touche, hein. C'est l'indicateur, c'est le doigt sur le fil, c'est les sensations. Alors là, il y a un poisson. Oh là, décroché. 2 fois. 2 fois, coup sur coup, décroché. La pelote, il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Si on a une pelote trop dure, le poisson il n'en veut pas. C'est comme nous, si on nous donne un steak, c'est de la carne, qu'on n'arrive pas à le manger, on va le laisser. La pelote c'est pareil, c'est à peu près le même système. Si la pelote est trop dure, le poisson il n'en veut pas. Il faut que ça s'émiette justement, dès qu'il tape un petit peu, il faut que la pelote s'émiette un petit peu et voilà, et puis il va continuer à taper les morceaux. Et le petit bout qui va rester sur l'hameçon, il va le prendre. Hein.
Qu'est-ce que je t'ai dit? Pour l'ultime session de pêche du séjour, Serge nous conduit ce matin à la Pared, au nord de la péninsule de Jandia. Au bout de la piste, une muraille naturelle de dunes de sable fin et de roches fossilisées s'enfonce dans l'océan. L'approche finale se fait à pied pour rejoindre une belle plateforme surplombant l'écume des vagues. Là on est, c'est Jablé, la Pared. Jablé, la Pared. La mer elle est belle. Enfin on devrait faire du poisson aujourd'hui. On va voir comment ça se passe. Aujourd'hui on va pêcher, là on est sur une marée descendante. Étant donné qu'elle descend, on va pouvoir s'approcher du bord. Donc on va commencer à pêcher un peu en hauteur et dès que la mer va commencer à se retirer, on va pouvoir se rapprocher au fur et à mesure des trous qui vont se découvrir en fait en front de site de pêche, quoi. De récif. En fait c'est pas un récif, c'est les roches qu'on a au pied. Et les coulées, les trous vont se découvrir et on va aller chercher les poissons qui restent dans les trous en fait, sur la marée descendante. Les sars ils aiment bien rester là où il y a de la nourriture, où il y a des moules, où il y a toute la nourriture qui reste accrochée au bord. Et ils restent là et nous on va aller les chercher dans leur petit gîte. Ces sars là, quand ils sont noirs comme ça, c'est des monstres, c'est des démons. Et en plus, j'ai les pieds par en dessous. Voilà un beau charbonnier. Là, on est à... La canne elle fait 5 mètres 50, 6 mètres, on est à 8 mètres à peu près de hauteur. Donc d'où je suis, d'où tu es, on est en gros à 10 mètres. Lui après il va falloir le mettre dans le... Parce que celui-là je vais le manger ce soir, ou tout à l'heure sur le charbon.
Notre chance à nous, c'est qu'on attrape beaucoup de variétés de poissons. On est sur du sard, on est sur de la sope, on est sur du mérou, on est sur du pagre, on est sur de la dorade. Tous les poissons qui fréquentent le rivage, dans les 50 premiers mètres, on a la chance de les piquer. S'ils veulent manger à la pelote, si on a de la sardine qui est de la bonne sardine, de la bonne pelote, on a des chances de sortir de plusieurs variétés de poissons. Et ce qui est intéressant, là on prend du sard parce que c'est du sard qui est en majorité sur les côtes. Mais quand il y a une belle dorade qui passe, quand il y a un pagre, il n'est pas exclu d'en piquer un. Ça nous est arrivé, et ça arrive à tous les pêcheurs à la pelote, de sortir moult variétés de poissons. Et ça, c'est quand même intéressant. On prend la pêche au leurre. La pêche au leurre, c'est bien aussi. Je ne dis pas que j'y pêche au leurre. On est fixé sur du carnassier. On vient maintenant prendre du sard avec du petit leurre, on s'y intéresse. Le rendement est moins important que la pêche à la pelote si on veut s'attaquer vraiment aux sparidés non carnassiers, entre guillemets. Voilà. Après, c'est clair qu'un denti, ça sera très rare de prendre un denti, mais ça arrive. C'est arrivé en Corse, c'est arrivé, ici c'est arrivé. On arrive à prendre des poissons comme ça. Pour le peu qu'il se rapproche du bord et qu'il a envie de manger un petit peu de sardine, un peu de pelote, il voit les autres poissons s'y intéresser, lui va venir. Hein. L'odeur, de toute façon, l'odeur de la pelote, ça attire moult poissons. Hein. Les tassergales ici, pour nous, c'est une plaie. C'est une plaie, pourquoi? Parce que dès qu'il y a un peu d'odeur de sardine dans l'eau, ils arrivent comme des fous quand c'est la période, et ils nous cassent les sards en deux, et puis c'est fini. Hein. Il faut qu'on change de trou. Hein. On peut pas... c'est rare d'aujourd'hui à faire vraiment une belle pêche dans un seul trou, surtout s'il y a des tassergales. Semaine un peu difficile, mauvais temps, météo pas trop clémente, grosse mer, beaucoup de houle. On a fait du poisson. Tous les poissons qu'on a sortis, pas qu'on a sortis mais qu'on a gardés pour manger, eh ben, au moment de les vider, ils étaient pleins d'œufs. Les femelles pleines d'œufs, les mâles de la laitance. Donc c'est bien de relâcher beaucoup de poissons en cette période-là. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on ne l'a pas trop touché, parce qu'il a une période où il va manger, et puis il a une période où il faut qu'il pense à se reproduire. Donc soit c'est sur la marée haute, soit c'est sur une des deux marées. Ce matin, on les a touchés à la marée pratiquement basse, et fin de marée montante, début de marée basse et un peu marée montante. Et voilà, et puis après ça a été fini. C'était très dur pour en toucher d'autres. Je pense qu'ils se sont calés un peu au fond et puis qu'ils se sont mis à pondre et à se reproduire. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence, pour moi, c'est une évidence. Voilà. Et ça, on a ce phénomène partout sur toutes nos côtes atlantiques et Méditerranée. On est en période de reproduction et c'est bien de relâcher le poisson, de garder juste ce qu'on a besoin de manger et puis le reste, on remet à l'eau, quoi. Je pense que c'est une belle technique, il faudrait s'y intéresser un peu plus. Mais après, la pêche à la pelote, je reviens encore là-dessus, c'est un peu contraignant, il faut se salir les mains, on prend du poisson à la main, on les prend directement à la main bien sûr, on les décroche, ça saigne, ça... Bon, un peu comme toutes les pêches, mais surtout, c'est l'odeur de la sardine, je crois, qui fait que ça rebute un peu les gens. Et en plus, il faut affronter les éléments, on fait toujours face aux vagues. On y va quand la mer, surtout en Méditerranée, quand la mer est un peu forte au niveau du vent d'est, sud-ouest, sud-est, on trouve de bonnes conditions.
Donc c'est de bonnes conditions, c'est sous la pluie, c'est avec du vent, on prend des vagues dans... Voilà, il faut faire face aux éléments. En Atlantique, ça serait plutôt l'inverse, on va dire. En Atlantique, il faudrait que la mer se calme, que la houle se baisse un peu pour avoir de très très bonnes conditions. Mais voilà, c'est surtout cet effet un peu sport, parce que c'est une pêche qui est fatigante aussi, hein. C'est pas une pêche de tout repos. Effectivement, la pêche à la pelote n'est pas une pêche de tout repos. Elle mérite amplement le qualificatif de pêche sportive. Il ne faut pas avoir peur de marcher, de crapahuter, d'escalader, de tenir l'équilibre sur des rochers glissants, tout en restant attentif, prêt à ferrer à la moindre sollicitation avec l'encombrement d'une telle canne face à l'assaut des vagues scélérates. Pour Serge, la pêche à la pelote, c'est aussi voyager à la découverte de paysages grandioses, à l'écart des flux touristiques. Il y a plus de 30 ans, il a eu un coup de cœur pour Fuerteventura, cette île où l'on dit que le printemps est éternel. Elle est pas belle ma 4 kilos. Ah. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. 4, peut-être 5, parce qu'elle est lourde. Elle est pas belle. Après la dorade, ben voilà, c'est un beau mirou. Beau mirou. Ah, ça fait plaisir. Aujourd'hui, 2 belles pièces. Celui-là, il fait pas loin des 3 kilos. S'il les fait pas, parce que ça pèse. Voilà.